Bonjour et bienvenue au résumé du cours 11 sur les pompes et turbines. Donc, aujourd'hui, comme le nom l'indique, on va s'intéresser à comprendre mieux les applications de pompes et turbines. On va se concentrer surtout sur les pompes parce que ce sont les applications industrielles qu'on va retrouver le plus euh, et savoir comment on peut faire un choix de pompe, comment on peut adapter notre pompe à notre circuit hydraulique. Donc, juste côté terminologie, ça va s'assurer de bien comprendre qu'une pompe, c'est lorsqu'on donne de l'énergie au fluide, alors qu'une turbine, c'est lorsqu'on extrait de l'énergie du fluide. Et donc, le plan du cours 11 est le suivant. Donc, comprendre un peu comment on vient caractériser une pompe, les différentes possibilités d'assemblage ou d'assemblage de pompes, soit en série ou en parallèle. Donc, comment ça va venir impacter le débit ou les pressions dans le système. Une discussion sur les cours de discussion sur les types de pompes, qu'est-ce qu'on retrouve et dans quelle application on les retrouve, les différentes variétés de pompes. Et puis par la suite, les notions de similitude, donc pour faire suite à notre cours sur le théorème de Buckingham, à savoir comment on fait pour déterminer comment une pompe inconnue peut se comporter si on sait qu'elle est similaire à une pompe qu'on connaît et que les deux pompes opèrent à un point d'opération euh, homologue. Et on va finir avec quelques notions sur les turbines, mais le cours s'intéresse principalement aux pompes. Donc, pour ce qui est de la caractérisation des pompes, donc on retourne sur certaines équations de base, équations d'énergie. Très important de comprendre que l'efficacité dépend du produit débit fois charge. Donc, ça va être important pour le diagramme suivant. Et le tout se fait pour une vitesse de rotation donnée. Donc, comment on réussit à obtenir ce genre de graphique-là? Comment on peut faire varier le débit tout en ayant un oméga constant? Donc, on peut s'imaginer une pompe qui est sur un banc d'essai et à la sortie de cette pompe-là, on va venir mettre une valve variable. Donc, on va venir ouvrir graduellement la valve et on va avoir, par exemple, lorsque la valve est pleinement fermée, aucun débit malgré le fait que la pompe tourne à un oméga prédéterminé. Et éventuellement, on va ouvrir la valve complètement et on va atteindre le débit maximal de la pompe. euh, Débit maximal et une charge nulle parce qu'il y aura zéro résistance. La pompe ne fait aucun travail, ne donne aucune énergie, doit avoir aucune énergie pour propager un fluide dans un circuit hydraulique. Donc, d'où la raison pour laquelle la charge devient nulle. Et donc, si on regarde l'efficacité basée sur l'équation qu'on a vue précédemment, donc on voit que l'efficacité va avoir un certain point maximal à un certain débit qui reste à déterminer. Et on va appeler ça le point d'efficacité maximal. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement la courbe de rendement, la courbe de la charge, la courbe de puissance de la pompe. Donc, un exemple ici, c'est si par exemple on caractérise un circuit hydraulique quelconque, donc on prend juste ça ici à titre d'exemple. L'idée, c'est d'avoir la charge requise par le système avec notre équation d'énergie en fonction de différents paramètres, entre autres la vitesse V qui est directement liée au débit dans le circuit hydraulique. Donc, on note ici que la dépendance de H par rapport au débit Q va être euh, au carré, et ce qui va nous donner une parabole. Et lorsqu'on va venir comparer la courbe caractéristique de la pompe avec la courbe caractéristique de notre circuit hydraulique, de notre système, donc on va voir que si les deux courbes s'intersectent à un point, ce point-là va devenir le point d'opération. Et le point d'opération représente le débit à laquelle le fluide va circuler à l'intérieur du circuit euh, hydraulique lorsqu'on va avoir atteint le régime permanent. Et donc, ce point-là n'est pas nécessairement toujours égal au point d'opération, point d'efficacité maximale. On va voir qu'il y a certaines contraintes qui doivent être respectées, mais ce qui est important de retenir, c'est que ce point d'opération-là représente l'intersection suite à imposer H requis égale à H utile, hein. Donc, le H requis, c'est la courbe du système et le H utile, c'est la courbe caractéristique de la pompe. Donc, ici, ça résume assez bien ce qu'on a vu depuis le début de la session, comment on développe notre équation d'énergie
Pour un système donné, on sait que si le débit augmente, on va avoir plus de vitesse. S'il y a plus de vitesse, il y a plus de frottement entre le fluide et les parois internes du circuit hydraulique. Et s'il y a plus de frottement, donc ça va nécessiter plus de puissance pour vaincre ce frottement-là. Et donc, c'est pour ça que si Q augmente, à ce moment-là, H va également augmenter. Le tout va se faire selon une parabole. Et on a vu pourquoi la charge de la pompe diminue avec l'augmentation du débit. Et donc, ce point d'intersection-là va être extrêmement important pour caractériser le comportement de notre système complet, circuit hydraulique plus pompe. Donc, on a fait cet exemple-là ici qui nous permettait de trouver justement ce point d'intersection-là. Et on a poursuivi avec une discussion sur la cavitation. Donc, la cavitation qui est un phénomène très important dans la mesure qu'il faut éviter la cavitation parce que la cavitation, en fait, c'est le résultat d'un changement de phase de liquide à gazeux. Donc, la plupart du temps, on va parler avec de l'eau, mais ça peut être n'importe quel liquide. Et donc, lorsque la pression diminue en deçà de la pression de vapeur, donc le fluide va passer de liquide à gazeux. Et lorsque cette pression-là va revenir plus élevée que la pression de vapeur, donc il va y avoir une impulsion, une implosion qui va se faire très brusque en passant de liquide en passant de gazeux à liquide. Et les conséquences, on les voit sur les photos, ça va créer une érosion prématurée des éléments en rotation. Et évidemment, donc, ça va entraîner des problèmes d'entretien à moyen long terme si le design n'est pas fait correctement. Donc, comment on fait pour minimiser le risque de cavitation? Donc, on peut déterminer, les manufacturiers vont déterminer un NPSH, Net Positive Suction Head, qui va être fourni par le manufacturier suite à des essais euh, expérimentaux avec des pompes sur des bancs d'essai. Et donc, l'idée, c'est de calculer le NPSH basé sur les propriétés à l'entrée de la pompe et de le comparer avec le NPSH requis du manufacturier. Donc, on veut avoir un NPSH supérieur au NPSH requis pour éviter le risque de cavitation. Donc, si on est au-delà de la limite, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une cavitation automatique, mais ça veut dire qu'il y a un risque de cavitation. Et euh, ce qui va nous guider dans notre choix du point d'opération. Donc, encore une fois, c'est très important, le NPSH qu'on détermine, c'est basé sur les propriétés du fluide à l'entrée de la pompe. Donc, on a ici un exemple de diagramme pour extraire l'information du manufacturier. Donc, on a le NPSH requis ici. On a les courbes de charge, les courbes d'efficacité, donc des isocontours d'efficacité. On a plusieurs courbes de charge en fonction du diamètre du rotor de la pompe. Et on a des courbes ici de puissance en fonction toujours du débit. Donc, on note qu'on a le débit en gallons par minute sur l'échelle inférieure, mais sur l'échelle supérieure, on l'a en litres par seconde. Encore une fois, à gauche, on a la charge en pieds, mais à droite, on a la charge en mètres ou en kilopascal. Et pour ce qui est du NPSH requis, donc son échelle est distincte du reste du diagramme. Donc, faire attention à ne pas confondre les deux propriétés. Donc, ici, on a un NPSH qui est mesuré ou extrait du graphique ici en kPa. OK, mais c'est important de noter que le NPSH qu'on voit ici, qu'on calcule, c'est en mètres. Donc, il faut faire la conversion. On ne peut pas juste comparer le NPSH qu'on a ici avec celui qu'on va obtenir suite à la lecture du graphique. Donc, on a fait cet exemple-là ici de lecture sur le graphique. Et puis, par la suite, on a abordé les pompes en série et en parallèle. Donc, une pompe en série, on fait la sommation sur les charges respectives de chacune des pompes, alors que pour des pompes en parallèle, c'est plutôt le débit qui va venir s'additionner. Et si on veut regarder ça d'un point de vue un peu plus visuel, donc si on a trois pompes distinctes, donc à ce moment-là, lorsqu'on les met en série, si on additionne les charges, donc le résultat, la résultante de ces trois pompes-là en série, dépendamment du débit d'opération, va être la sommation de chacun des charges individuelles des pompes. De façon similaire,
Si on a des pompes qui sont installées en parallèle, donc cette fois-ci, on additionne les débits. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos trois pompes individuelles ici ont la courbe caractéristique suivante ici, mais le système qui représente les trois pompes en parallèle, donc on va avoir la même charge que les trois pompes, mais le débit va être la somme des débits de chacune des trois pompes. OK? Donc, à partir de là, on est capable de faire la différence. Comment tenir en considération dans nos calculs le fait d'avoir des pompes en série ou en parallèle. Pour ce qui est des types de pompes, on a soit des pompes à déplacement ou des pompes dynamiques. Donc, depuis le début de la session, depuis le début qu'on parle des pompes, on faisait toujours allusion à des pompes dynamiques, hein. C'est une différence de pression qui va venir donner une vitesse ou générer un débit à travers la pompe. Alors que là, dans une pompe à déplacement, c'est plutôt un mouvement de pièces mobiles, souvent un piston ou l'équivalent d'un piston qui se déplace dans un environnement confiné qui va pousser un volume bien défini de fluide et donc ce qui va avoir des propriétés qui sont très spécifiques aux pompes à déplacement. Par exemple, on va avoir des débits relativement précis. Donc, pour chaque rotation des éléments mobiles, on va avoir un débit bien précis de fluide qui va être entraîné entre l'entrée et la sortie. On peut avoir des jets pulsés justement parce que dépendamment de la géométrie des rotors, on peut avoir euh, on peut pousser un volume bien défini, mais ce volume-là va varier graduellement dépendamment de son cycle de rotation. Donc, c'est un exemple de pompe à l'huile pour une voiture. Pour ce qui est des pompes dynamiques, donc on revient un peu avec ce qu'on disait depuis le début avec les pompes centrifuges, qui est un exemple de pompe dynamique. Donc, c'est par exemple, on va avoir les pompes centrifuges avec la variation du rayon entre l'entrée et la sortie. On peut avoir à l'autre extrémité un flux essentiellement axial. Donc, le flux rentre axialement, il va sortir axialement. Et donc, ça va faciliter, par exemple, l'ajout de plusieurs rotors, un à la suite de l'autre, qui va permettre d'obtenir un ratio de compression global en travers notre pompe ou notre compresseur beaucoup plus élevé que si on doit se contenter d'avoir un seul étage. Et donc, le type de pompe va avoir un impact important sur la performance globale de notre circuit hydraulique. Donc, exemple ici de pompe dynamique, soit des ventilateurs, des systèmes de ventilation ou, par exemple, un turboprop qui est ici sur la photo de droite avec l'hélice qui agit en quelque sorte un peu comme un compresseur. On donne de l'énergie au fluide, on fait varier la quantité de mouvement et c'est ça qui va permettre de propulser l'avion. Donc, le dernier point sur les pompes, c'est aborder les pompes avec une approche adimensionnelle. Donc, pour y arriver, on utilise le théorème de Buckingham. Donc, on a une relation dimensionnelle, on applique le théorème et on finit avec des coefficients dimensionnels qui vont nous permettre justement de simplifier l'écriture. Donc, au lieu de parler de charge, on va avoir un coefficient de charge. Au lieu d'avoir un débit, on a un coefficient de débit. On a aussi un nombre de Reynolds, un coefficient de rugosité, un ratio entre epsilon et d. Même chose pour la puissance, avec un coefficient de puissance. Et par contre, on peut faire certaines simplifications, mais ça ici, c'est important de comprendre que les applications dans lesquelles on va étudier sont principalement industrielles, donc à très haut nombre de Reynolds. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre un haut nombre de Reynolds et un très, très haut nombre de Reynolds. Donc, il faut faire la différence. On n'est pas en train de dire qu'on soit la minéraux de surblend ici, ça n'a pas d'impact. On est juste en train de dire qu'en rendu à une certaine valeur élevée du nombre de Reynolds, la dépendance est relativement réduite. Même explication pour le ratio epsilon sur D concernant les effets de rugosité. Après une brève manipulation algébrique, on peut montrer également que le rendement peut être exprimé en fonction de ces coefficients dimensionnels-là. Et au final, notre diagramme qu'on avait vu de courbe caractéristique peut être exprimé en fonction des coefficients dimensionnels. Donc, comment on peut utiliser ces notions-là de relations adimensionnelles? Donc, ça va toujours s'appliquer sur des pompes similaires qui vont opérer à des points homologues. Et donc, on peut avoir une pompe A qui est bien caractérisée, avoir une pompe B qu'on veut caractériser. Et si les deux pompes opèrent à un point homologue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir le même coefficient de débit, CQ.
Donc, ils vont opérer à un point homologue. Donc, ça va nous permettre justement de déduire les caractéristiques de la pompe B qu'on ne connaît pas, basées sur une pompe A qu'on connaît. Donc, ici, juste un aperçu un peu des manipulations algébriques à effectuer pour tirer profit d'un point homologue entre une pompe A et une pompe B. Et puis, par la suite, savoir comment on peut faire un choix de pompe dynamique. Est-ce qu'on veut avoir plus une pompe centrifuge, mixte ou axiale? Donc, on va venir calculer une vitesse spécifique. Donc, faites attention aux unités, vous les avez ici bien indiquées. Et donc, la vitesse spécifique va vous permettre de donner euh, de faire un choix de pompe et aussi d'avoir une ordre d'idée sur le rendement optimal qu'on pourrait atteindre si on opérait cette pompe-là au point d'efficacité maximum. Donc, on a fait cet exemple-là ici et puis on a complété avec quelques notions de turbine. Donc, on regarde très sommairement, mais une turbine à impulsion, hein, c'est essentiellement un jet qui va venir impacter sur les aubes de notre turbine. Donc, ça va être un échange de quantité et de mouvement, alors qu'une turbine à réaction, hein, c'est plus une distribution de pression avec une variation de quantité et de mouvement entre l'entrée et la sortie des aubes de notre turbine à réaction. Donc, il y a les exemples en respectifs pour impulsion et à turbine à réaction, une turbine Pelton versus une turbine Francis. Donc, si on regarde la turbine Pelton pour une turbine à impulsion, donc on voit ici, on a essentiellement un jet impactant sur les aubes en rotation. Donc, la tuyère ici, ou le nozzle, donc le jet, euh, joue un rôle assez faible, hein. On a plutôt un jet qui vient impacter sur les parties en rotation et c'est la quantité de mouvement qui va déterminer le couple appliqué ou le couple généré sur le rotor. Alors que quand on a une turbine à réaction, donc à ce moment-là, c'est plutôt une interaction entre l'entrée du jet, donc ça veut dire que ça nous prend une partie statique qui va venir guider le jet à un angle bien précis pour maximiser l'interaction entre le jet et les parties en rotation, ici le rotor. Et donc, la quantité de transfert d'énergie entre le fluide et le rotor qui est en rotation va être un équilibre entre les forces de pression et la variation de quantité de mouvement qui va se produire autour de notre rotor de turbine. Donc, aussi une turbine de Kaplan qui est un autre exemple de turbine à impulsion, turbine à réaction. Voilà, donc ça complète notre résumé du cours 11. Merci.